tel qu'annoncé, je suis maintenant en compagnie de Bruno Roy, qui est président de l'Union des écrivains et écrivaines québécois, et qui est aussi l'auteur d'un livre qui vient de paraître, Mémoire d'asile, la tragédie des enfants du Plessis. Un livre qu'il a écrit simultanément avec un recueil de poèmes qui, lui, s'intitule Les racines de l'ombre. Bruno Roy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Fort bien. Alors, deux livres à la fois. Un qui est un essai, l'autre qui est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes, mais en fait, comme écrivain, je trouve que c'est une expérience assez extraordinaire parce que c'est un peu le privé et le public qui s'est manifesté à travers la poésie. Donc, c'est le thème de l'abandon que j'ai développé. Et à travers Mémoire d'asile, en fait, c'est un essai un peu pamphlétaire qui essaie de dénoncer une situation qu'on tente de taire. Dans Les racines de l'ombre, comme j'ai écrit ça parallèlement avec nos mémoires d'asile, ça a été comme en interaction constante. Et finalement, j'ai pris conscience que le thème de l'abandon était quelque chose qui m'habitait. Et je vais en lire un extrait simplement pour donner une idée. Allez-y. Venir au monde, c'est jouer dans une noyade. Je n'eus d'autre plage où échouer. Je suis plus nu que le bois mort. Je gis, dévasté par la douleur d'une inconnue. Eh bien, merci. Et là, vous allez me parler un petit peu de ce mémoire d'asile, de cet essai à tendance pamphlétaire, justement. Tout à fait. Bon, on peut peut-être, je crois que c'est plus un secret pour personne, vous êtes vous-même un enfant de Duplessis, et vous avez ressenti le besoin de dénoncer haut et fort ce que vous avez vécu, ce que d'autres ont vécu. Tout à fait. Au début, je dois avouer qu'au début, j'hésitais beaucoup parce que je trouvais que ça avait pris une tournure un peu trop médiatique dans le sens où on ne parlait que des agressions. Et je prenais conscience en même temps que de taire ces événements-là était une façon de les prolonger un peu comme dans Les Garçons de Saint-Vincent, le film. L'Église admettait que son silence avait peut-être permis d'autres abus. Je me suis senti au fond investi d'une espèce de responsabilité parce que la plupart des orphelins dont on parle excusez-moi, M. Roy, j'aimerais que vous rappeliez peut-être ce que c'est que ce cas des enfants de Duplessis qui a surgi récemment. Essentiellement, c'est un groupe d'orphelins dans les années 40 et 50 qui, sous prétexte d'un surpeuplement dans les institutions, ont été internés dans des asiles psychiatriques. Et nonobstant que ces gens étaient normalement constitués, on les a déclarés malades mentales. Évidemment, les formules de déclaration d'aliénation mentale varient selon les institutions. Dans le cas de mon institution à moi, c'était le Mont-Providence, l'actuelle Rivière-des-Prairies, l'hôpital Rivière-des-Prairies. On a déclaré donc 600 enfants parce que sous prétexte qu'il manquait d'argent, les religieuses avaient demandé de l'aide financière et les gouvernements, et là je résume pour l'essentiel de l'argumentation, le gouvernement avait demandé, écoutez, changez votre vocation, devenez, ils étaient une école, devenez un hôpital psychiatrique, puis on vous fournit 3 millions. Et en échange de ces 3 millions, les religieuses ont cédé, et de sorte que les 600 orphelins qui étaient là, parce qu'il y avait une clause dans le contrat, nous vous donnons les 3 millions que si vous remplissez 1000 patients dans cet hôpital-là, dans ce nouvel hôpital psychiatrique. Il y en avait déjà 600. Alors, ils ont tout simplement déclaré malade mentale, et d'autre part, les 400 autres sont allés les chercher ailleurs, dont à Saint-Jean-de-Dieu. En fait, ce que vous dénoncez dans votre ouvrage, bon, vous dépeignez cette situation-là, mais ce que vous dénoncez, ce n'est pas tellement l'implication ou la position des religieuses de l'époque, mais plutôt des congrégations elles-mêmes. En fait, c'est la collusion entre les pouvoirs, le pouvoir ecclésiastique, le gouvernement. Tout à fait. Exactement ça. Et je dis toujours qu'il faut distinguer les religieuses et les communautés religieuses. Ce sont pour moi deux entités et je dois... Pourquoi vous faites cette distinction-là? Ça m'a frappé. Oui, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est une question de justice. Je ne pense pas que toutes les religieuses aient été des mauvaises religieuses. Ce serait généralisé. De la même manière que tous les enfants ont été agressés sexuellement, ce serait, comment dirais-je, exagéré. Sauf qu'il y a eu des agressions, il y a eu des morts, il y a eu une collusion. Et je pense que pour un groupe d'enfants dont nous étions, ce n'était pas sans effet sur leur avenir. Et c'est pourquoi je dis que moi, il y a des religieuses qui m'ont aidé dans ma vie personnellement. Ça n'exclut pas les responsabilités de ces religieuses et des responsabilités civiles. Et c'est à ce niveau-là, je pense, que se situe mon intervention. Il y a eu sûrement des religieuses qui n'ont pas été correctes, mais ce sera, s'il y a enquête, ce sera une enquête de déterminer. Et moi, je parle d'une collusion
du système qui a bloqué l'avenir d'à peu près 4000 orphelins. Et pour moi, les communautés religieuses sont responsables parce qu'elles signaient des contrats avec le gouvernement. Et si les religieuses ont laissé faire, par exemple, la déclaration d'aliénation mentale et elles n'ont rien fait, sachant que les dossiers étaient falsifiés, elles sont responsables, même si dans le quotidien, elles prenaient soin de nous. Elles sont responsables de cet état de choses. Et c'est pour ça que je distingue religieuses et communautés. Et pour moi, et les médecins, et les communautés, et le gouvernement, j'établis dans mon livre la thèse d'une collusion. Et avec preuve à l'appui? Preuve à l'appui, je pense que j'arrive à le démontrer, que ça s'est pas fait comme ça. Tout ça relève d'une décision administrative pour une question de sous. Et c'est pourquoi, à un moment donné, un de mes chapitres s'intitule « La charité vaut des millions ». Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 4000 orphelins? Bon, vous en étiez. Oui. Vous dites, vous l'avez déclaré souvent lors d'entrevues, que vous étiez un miraculé, finalement, et que vous aviez réussi à faire des études, que vous aviez un doctorat, que vous étiez écrivain, et que finalement, vous êtes celui qui a réussi à sortir la tête du trou. Une des raisons qui m'a amené à écrire le livre, c'est justement ce point-là. C'est que je ne veux pas que, si, dans mon cas, il y a réussite sociale, je ne veux pas que cette réussite sociale m'empêche de voir ce qui s'est passé. Et c'est pas parce que je suis une exception que je ne dois pas voir le système dans lequel j'étais, système aberrant au départ. Donc, je ne veux pas que mon exception justifie le système dans lequel j'étais. Sinon, je veux dire, on répète les mêmes erreurs. Et c'est dans ce sens-là que je dis, je suis une exception, parce qu'on parle de 90% d'analphabètes. On parle de gens qui sont tantôt sur le bien-être social, tantôt sur l'assurance chômage, tantôt, il y en a peut-être, je pense qu'on parle de 800 qui sont encore sous la curatelle publique. Donc, il y a des effets d'une décision d'il y a 30 ans qui a encore aujourd'hui des conséquences néfastes. Et de vouloir taire ça, c'est, je pense, de retourner à la terreur du silence. Et mon livre, en fait, c'est pour contrer justement ce silence-là qu'on veut imposer. C'est ça, tout à l'heure, vous faisiez référence vous faisiez un parallèle avec les enfants de Saint-Vincent, par exemple. Bon, cette fiction qui a été inspirée de faits réels, de faits véridiques à la même époque, à peu près. Bon, vous dénonciez, vous avez dit, bon, si on s'était tué sur les enfants de Saint-Vincent, ce n'était que prolonger, en fait, les actions et tout ça. Bon, vous dites que c'est exactement la même chose dans le cas des enfants de Duplessis. Il y a une petite nuance. Ce que je dis, c'est que l'Église, dans le cas des enfants de Saint-Vincent, dit toujours il fallait sortir du silence. Et finalement, si l'Église est sortie du silence dans le cas de Saint-Vincent, c'est pas par la transparence de l'Église, c'est parce qu'elle a été forcée à admettre les choses. De la même manière que dans le cas des enfants de Duplessis, ça fait 30 ans que les gens essaient, par les moyens qu'ils avaient. Et ça leur a pris du temps à s'organiser parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ni intellectuels, ni financiers, ni, je dirais, logistiques. Et c'est depuis peut-être 2 ou 3 ans où là, il y a une espèce de regroupement et qui s'est organisé. Et là, on tente de faire taire ces orphelins-là de la même manière qu'on avait réussi à l'époque à faire taire les enfants de Saint-Vincent. À les faire taire comment? Vous voulez dire légalement, en repoussant procès après voilà, procès? Exactement. C'est-à-dire que l'Église intervenant et cachant les choses, plutôt que de reconnaître la situation et dire voyons ce qu'on peut faire avec, elle le nie. Voyez-vous? Et c'est dans ce sens-là que je fais le parallèle. Il y aurait des nuances, parce que dans le cas des Saint-Vincent, on parle d'agression sexuelle, donc de cas individuels. Alors que dans le cas des enfants du Duplessis, non seulement il y a la question des enfants, des agressions sexuelles, mais Alice Parizeau, dans Cité libre, en 65, parlait de meurtre. Hein? Est-ce que vous réclamez exactement? Bon, il y a eu un jugement, ça a été refusé. En fait, les enfants de Duplessis se sont regroupés et ont demandé... Ce qui a été refusé, c'est l'aide financière pour le recours collectif. Et le 3 mai prochain, il y a un jugement qui va peut-être le permettre, on verra, on ne peut pas présumer pour l'instant. Nous, on croit que, parce que ça a été une décision administrative, le recours collectif est le seul moyen pour ces gens-là d'arriver à obtenir justice. Maintenant, très souvent, on vous demandez de l'aide, en fait, vous réclamez cette aide à qui? À l'État et aux congrégations? À l'État et aux congrégations, et à tous ceux, et quelque part, il faudrait aussi la réclamer auprès des médecins. Mais essentiellement, très souvent, on résume nos demandes à une question d'argent. Je ne pense pas que ce soit strictement une question d'argent. Il y a des gens qui pourraient, par exemple, on pourrait donner des cours à ces gens-là. On pourrait perfectionner un certain nombre de choses, leur donner les moyens de mieux vivre ce qu'il leur reste à vivre. Donc, c'est pas juste une question d'argent, mais je pense que quand on parle de l'argent, c'est comme le fantasme du million. Mais je pense c'est ce que j'allais vous demander. Vous croyez que l'argent va régler le problème de ces milliers de personnes? Non, l'argent va soulager, mais
si à la fin du livre, je fais la description des demandes, et on s'aperçoit que l'argent est une des demandes parmi d'autres. Et la première demande, c'est celle des excuses. Je veux dire, on refuse de s'excuser. C'est quand même incroyable. Et dans ce sens-là, c'est qu'on refuse donc de reconnaître les faits. Et je pense que si le gouvernement, les communautés, les médecins acceptent de s'excuser, moralement, c'est déjà quelque chose. Pourquoi à votre avis, refuse-t-on justement de reconnaître des faits qui sont maintenant de notoriété publique, que tout le monde le sait? Oui, moi j'ai l'impression que ça attaque l'Église, hein, ça ébranle les fondements même de l'Église quelque part, parce que au niveau du discours, ce qu'elles disaient et ce qu'elles ont fait, il y a un écart considérable. Je pense aussi que c'est toute une société qui est en cause, et il y a peut-être un sentiment de culpabilité derrière ça, que ce soit à travers les médecins, les communautés, les juges, et je dirais même la société elle-même, par son silence. Donc, c'est clair que c'est un sujet difficile à mener, bien dans la mesure où il y a des gens qui disent, non, c'est mieux de se taire. Le ministre et Lavoie-Roux et Côté, à l'époque, qui était ministre de la Santé, lorsqu'ils ont été approchés par le comité, refusaient en disant, oh, mais c'est fini. Mais là, à ce moment-là, Hitler, c'est fini. Le procès de Touvier, pourquoi il revient? C'est parce qu'il y a encore des gens qui souffrent de ça. Et je pense pas que le silence soit une solution à ça. Comment vous l'expliquez, vous, ce silence? Bon, vous parliez d'Alice Parizeau quand même, on parle du début des années 60, où elle dénonçait carrément cette situation-là, elle la mettait à jour. Comment on parle de 30 ans? Il y avait j'oublie son nom, Gérard Petit, qui avait fait une série de 23 articles dans la presse. Il y avait des jésuites dans la relation qui dénonçaient la situation. Mais comme on sait, les intellectuels, leurs paroles étaient comme étouffées, on ne les écoutait pas, même s'ils revendiquaient des choses. En fait, le pouvoir, il y avait une collusion très nette. Il y avait même un concordat entre l'Église et le pouvoir, et entre Duplessis. Et à mon point de vue, à moi, c'est ce concordat-là qui a fait que les choses étaient cachées. Mais je pense qu'il aurait fallu continuer à lutter. Mon sentiment à moi, c'est qu'à l'époque, peut-être, on a arrêté de lutter et on a laissé faire. Et là, 30 ans plus tard, c'est comme revenu. Comment vous l'expliquez justement que ça ressorte, bon, qu'il y a eu... Parce que c'est une vague, ça rentre dans un courant aussi. Ah, c'est clair, c'est très les enfants de Saint-Vincent, il y a la remise en question des institutions et des congrégations religieuses. Ouais. Il y a quand les gens s'aperçoivent que... Parce que c'est un peu comme la personne qui subit l'inceste, elle le garde pour elle-même. À un moment donné, 2 ans, 3 ans après, elle s'aperçoit que quelqu'un parle. Une autre personne parle. Et donc, ça la stimule, et elle-même, peut-être, à ce moment-là, se libère de ce drame. Et je pense que, dans le cas des enfants du Plessis, on peut parler ici d'un drame collectif. C'est pourquoi ça se passe tout en même temps. Mais je pense qu'il y a eu les garçons de Saint-Vincent. Il y a eu, par exemple, la question des Japonais, la Première Guerre. Ici, là, qui avait été interné, les Chinois qui venaient ici, bon, etc. Donc, j'ai l'impression que le contexte, il y a une prise de parole qui est comme permise par la société, et je pense que ça s'inscrit, le droit à l'information, par exemple. On ne peut plus cacher. Quelqu'un peut avoir accès à un certain nombre d'informations. Et tout ça fait que la liberté d'expression prend peut-être un sens. Qu'avant, elle n'avait peut-être pas de sens. J'aimerais peut-être terminer là-dessus. Vous faites un parallèle intéressant entre... Vous êtes vous-même baby boomer, vous êtes de cette génération-là. Vous faites un parallèle intéressant entre ceux qu'on appelle de la génération lyrique, donc les baby boomers. Tout à fait. Et vous dites, bon, on n'a pas eu du tout la même vie, alors il y en a eu différentes sortes, finalement, de baby boomers. Il y en a eu différentes sortes, et ce que je veux simplement signaler, parce que c'est au niveau de la comparaison, c'est que Ricard, dans son livre, parle des enfants de la lumière. En fait, nous, même si nous appartenons à cette génération lyrique, l'expression de Ricard, je pense que nous sommes les enfants de la noirceur. Bruno Roy, je vous remercie beaucoup. J'aimerais rappeler donc que vous venez de faire publier Mémoire d'asile, la tragédie des enfants du Plessis. C'est un essai pamphlétaire sur une situation, ma foi, fort délicate, et en même temps Les Racines de l'ombre, qui est un recueil de poèmes que vous avez signé. Merci beaucoup.